clair et ça, c'est important pour vous. Et puis, c'est ça, je mentionnais, nous allons parler un peu d'activité physique aujourd'hui et nous allons parler de l'eau et de son importance. Et bien sûr, vos questions sont aussi très, très importantes et c'est pour ça que je suis ici avant tout. Alors, voyons voir. C'est bien, c'est bien. Donc, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, ici en Ontario, au Canada, c'est le début de l'automne. Donc, les feuilles commencent à changer de couleur à l'extérieur, les arbres, alors l'ambiance change. Alors, je vais voir si demain, je peux prendre quelques petites vidéos pour vous montrer comment est-ce que ça change ici. Donc, je sais qu'en France, ça peut être différent à l'automne ou à d'autres endroits autour de la planète. N'oubliez pas que vous pouvez toujours indiquer comment ça va chez vous dans les commentaires ici durant le stream ou après la vidéo si vous regardez ceci en rediffusion. Vous pouvez mettre vos questions aux commentaires en bas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Alors, voyons voir. Alors, en attendant que vous posiez vos questions, moi, je vais commencer avec l'activité physique. L'idée, bien sûr, c'est de trouver une façon de s'informer, penser aux sciences, penser à la technologie, l'ingénierie et les maths pour avoir un meilleur monde, bien sûr. Et ça, j'ai confiance en vous pour les années futures. Ça. Voilà. Activité physique. Alors, ce sujet est arrivé cette semaine parce que j'enseigne des classes virtuelles avec des élèves de 13, 14, 15, 16 et 17, 18 ans. Et puis, nous parlons du fait que lorsqu'on est à la maison et que nous écoutons ou nous participons à des classes virtuelles, souvent nous sommes assis à la maison et il y a peu de mouvement qui se fait durant la journée. Alors, si on prend par exemple, lorsque j'ai une classe, la classe dure 2h30. Alors, 2h30, je dis 3. 2h30, c'est très long. Et bien sûr, les élèves ont 2 sessions de 2h30. Donc, c'est 5 heures de travail virtuel pour l'école. Et bien sûr, il y a ces activités où, lors de ces temps libres, on peut utiliser notre téléphone pour aller jouer, communiquer avec ses amis. Nous pouvons utiliser un ordinateur pour jouer des jeux vidéo. Donc, il y a beaucoup de temps passé devant les écrans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, bien sûr, pour améliorer sa santé physique? Et ça, c'est un peu le plan que je voulais mentionner. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on travaille dans une situation virtuelle, que ce soit des ados pour l'école, que ce soit pour des adultes aussi qui vont travailler, si on travaille de façon plutôt sédentaire, donc on est assis sur une chaise et on travaille avec un ordinateur, ou nous travaillons dans un endroit où à la chaîne, on reste à un endroit spécifique et on ne bouge pas. Il faut essayer de bouger son corps, bien sûr. Donc, voici des aspects de notre corps qui sont importants. Le premier sont vos yeux. Très souvent, lorsqu'on est à l'école ou au travail, devant un ordinateur où on travaille dans un environnement qui est très petit, qu'est-ce qui arrive? C'est que nos yeux sont concentrés. Donc, il y a un focus qui se fait à une distance spécifique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut le faire pendant 5, 10, 15, 20 minutes sans problème. Mais si on passe beaucoup de temps à regarder à une distance qui est toujours la même, nos yeux se fatiguent. Donc, chose importante ici pour les yeux, il faut les lever. Il faut les lever de temps en temps. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre des pauses à tous les 30 ou 45 minutes. Alors, si je regarde mon écran, après, je regarde un peu plus loin dans la pièce où je suis. Et à tous les 45 minutes ou 1 heure, alors, lorsque je suis dans un bâtiment ou même lorsque je suis à la maison, j'essaie de trouver une fenêtre pour regarder à l'extérieur ou je prends un instant et je sors pour voir le soleil ou les nuages s'il pleut. L'idée, c'est qu'en allant à l'extérieur, ça permet aux yeux de regarder l'horizon et on a nos yeux qui permettent de pouvoir se reposer. Chose importante avec les yeux, n'oubliez pas, dans nos yeux, il y a des petits muscles, bien sûr. Donc, si moi j'ai un œil, voyons voir, comme ceci.
Donc, à l'intérieur de notre œil ici, il y a ce qu'on appelle le cristallin. Alors ici, il y a le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille naturelle qui permet de pouvoir faire entrer la lumière. Et à l'arrière ici de notre œil, il y a un petit écran, comme ici, qui s'appelle la rétine. Alors, puisque des fois nous regardons des objets qui sont très loin ou très près, cette petite lentille, ce cristallin, doit changer de forme. Donc, lorsque nous regardons quelque chose de très près, les muscles se relâchent parce que nous avons, lorsqu'on regarde de très près, on a besoin d'une lentille qui a ici des courbures qui est très prononcée. Et la raison, c'est que lorsqu'on a un objet qui est ici, la lumière doit changer de direction rapidement. Et si je n'ai pas la chance de parler de lentilles aujourd'hui, ça serait une excellente idée pour la semaine prochaine. Maintenant, si nous regardons un objet qui est très loin, ça c'est différent parce qu'on a besoin d'une lentille qui est très mince comme ceci pour qu'un objet qui vient de très loin, disons qu'on a une personne ici, doit se concentrer à la rétine pour qu'on puisse bien voir. Bien sûr, si notre cristallin ne fonctionne pas très bien, on peut utiliser des lunettes pour aider nos yeux. Maintenant, ce cristallin, lorsqu'on est jeune, a tendance à être beaucoup plus flexible. Et chose intéressante, ce sont des petits muscles qui sont ici. Lorsque les muscles se contractent, la lentille s'allonge. Lorsque les muscles se relâchent, la lentille va reprendre sa courbure. Maintenant, comme tout muscle dans notre corps, si nous utilisons nos muscles souvent, ils ont tendance à devenir plus forts. Si, par exemple, nous faisons du vélo, nos jambes vont devenir beaucoup plus fortes parce que nos muscles, qu'est-ce qui arrive? C'est que les muscles deviennent plus forts. Il y a plus de vaisseaux sanguins qui vont dans les muscles de façon à ce qu'ils soient très performants. Alors, si nous avons des yeux et ce sont des petits muscles, c'est important durant la journée de les faire travailler pour s'assurer qu'il y a une formation de petits vaisseaux sanguins pour s'assurer que ces petits muscles, on leur donne de l'oxygène et on enlève le CO2 suite à la respiration cellulaire. Donc ça, c'est important. Si nous avons tendance à regarder toujours la même distance et qu'il n'y a pas beaucoup de changements, qu'est-ce qui arrive? C'est que ici, les muscles sont moins utilisés, il y a moins de vaisseaux sanguins. Ces petits muscles peuvent se fatiguer plus rapidement. Et c'est pour ça que quelquefois, des personnes, le matin, ça va, et l'après-midi, ils ont plus de difficultés avec les yeux. Donc, puisque ce sont des muscles, on peut les pratiquer, on peut les faire bouger, on peut les faire pratiquer leur travail. Et chose intéressante, c'est que c'est inconscient, mais il faut quand même penser à eux. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder la vision de près et de loin et de varier souvent. Autre chose aussi avec ici, il y a ce qu'on appelle la lumière bleue. Lorsqu'on regarde l'ensemble d'un écran, que ce soit un moniteur pour notre ordinateur ou notre téléphone, il y a une variété de couleurs. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que cette couleur bleue a tendance à nous garder un peu plus réveillés. Donc, s'il arrive que vous travaillez sur un ordi et que vous ne pouvez pas changer la quantité de lumière ou le type de lumière qui est produite, quelquefois, on a de la difficulté à dormir le soir. Donc, il faut penser à ça. Pensez un peu au fait que si, même dans la vie, lorsqu'on va à l'extérieur, il y a beaucoup plus de lumière bleue le jour, le ciel est bleu, le soir, le ciel change de couleur, il fait plus sombre. Donc, naturellement, notre corps est habitué à cela. Moi, mes ordinateurs, j'ai des moniteurs où vers
7 heures, la lumière change, donc l'écran a l'air un petit peu plus jaune. On enlève une certaine quantité de longueur d'onde bleue pour m'aider pour que je puisse dormir, bien sûr. Mais éventuellement, il ne faut pas non plus être devant l'écran trop longtemps. Avec COVID, on fait beaucoup plus de travail, surtout pour les ados, devant un ordi. Mais moi, je me rappelle, il y a 3 ans, on se disait, on ne veut pas utiliser trop les Chromebooks ou les ordinateurs à l'école parce que plus que 2 ou 3 heures par jour, c'est trop pour les élèves. Imaginez, on est rendu avec 5 heures par jour pour l'école, si on est virtuel, et en plus, il y a notre vie personnelle et sociale qui se fait souvent sur écran. Donc, il faut faire attention à ses yeux. C'est important parce qu'il y a une entrée d'informations et cela active notre cerveau. Il faut s'occuper de ceux-ci. Donc, ça, c'est la première partie que je voulais mentionner sur les yeux. Bien sûr, si vous avez des questions sur l'œil ou les yeux, vous pouvez les mettre ici dans le chat et je peux répondre à ceux-ci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. N'oubliez pas que cette session de questions-réponses, c'est surtout pour vous parce que je veux répondre à vos questions pour que vous puissiez aller continuer et faire ce que vous voulez pour le reste de la journée et même pour votre vie. On ne sait jamais. OK. Les yeux sont importants. Notre corps, les muscles plus système nerveux. Un instant, je vais enlever ma chaise. Comme ça, on va pouvoir se promener. Voilà. La deuxième partie qui est très importante lorsqu'on parle de notre corps, l'activité physique, c'est le fait que notre corps, il est fait pour fonctionner et bouger. Rester assis toute une journée n'est pas nécessairement la meilleure chose. Et je sais que nous ne sommes pas tous des joueurs de foot et nous courons pendant des heures durant les pratiques et intensément durant les matchs. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un juste milieu ici. Nos muscles sont importants de bouger parce que, puisque nos muscles peuvent devenir plus forts, puisque pour faire fonctionner notre corps, on a besoin de notre cœur qui bat et qui soit en santé, qu'est-ce qui arrive? C'est que quelqu'un qui commence et qui continue maintient sa santé physique, il y a plein de choses qui sont bénéfiques pour son corps. Premièrement, le système nerveux reste actif. Pensez à ces joueurs de foot qui peuvent manier le ballon de façon fantastique. C'est vrai qu'ils se sont pratiqués, mais ils ont aussi pratiqué leur dextérité. Comment est-ce que leur système nerveux, l'information qui vient ici et va à leurs muscles, va. Il y a bien sûr le système digestif. Le système digestif est important pour donner les nutriments. Et plus une personne est active ou est en santé, éventuellement on se dit, OK, c'est important de bien le nourrir et de bien lui donner des breuvages, de l'eau ou autre pour s'assurer qu'il peut faire l'activité sans difficulté. Alors, le système digestif, il y a bien sûr nos poumons. Puisque nous faisons de l'activité physique, notre système respiratoire finit par s'habituer à être plus actif et donc notre corps devient beaucoup plus efficace. Et l'autre, c'est le système circulatoire. D'une certaine façon, notre cœur, qui est cette pompe qui pompe le sang, si nous restons actifs, celui-ci, qui est un muscle, devient plus fort, permet au sang de circuler, d'aller chercher l'oxygène dans les poumons, se débarrasser du CO2 et aller dans tout notre corps pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. Ça veut dire que si on reste devant un écran, je comprends, mais durant la journée, c'est important de faire des activités. Donc, présentement, je suis ici à mon bureau. C'est un bureau où je peux m'asseoir et me lever facilement. Et ça, c'est important pour moi parce que je ne peux pas. J'ai de la difficulté à rester assis toute la journée. J'ai envie de bouger. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai oublié mon idée. Alors, c'est ça. Deuxièmement, c'est ça.
Le fait de bouger de temps en temps. Donc, hier, en classe, j'ai décidé de mettre un peu de musique et les personnes ont dansé un peu dans la classe. Ils pouvaient danser un petit peu debout ou sur leur chaise, ils pouvaient bouger un petit peu. C'est juste une petite activité, mais pourquoi pas? Imaginez si on travaille, habituellement, il y a ce qu'on appelle des quarts de travail. Et on a des pauses, on a la pause du lunch, justement pour faire bouger les personnes, pour les faire changer de situation. Ça, c'est important. Alors, mon idée de l'activité physique, lorsque vous avez le lunch, n'oubliez pas, vous pouvez aller faire un tour, faire du vélo, prendre une marche. Vous pouvez aller aussi jouer un peu au foot avec vos amis. Il y a bien sûr le matin, il n'y a aucune raison que vous ne pouvez pas aller faire une petite marche, même si c'est aller chercher le courrier ou aller rencontrer des amis après l'école en prenant une petite marche, soit pour aller prendre un café ou aller au parc pour aller discuter. L'idée, c'est de faire bouger son corps parce que, pensez, les personnes qui, ça fait peut-être 2 ans qui sont devant un ordi et sont beaucoup plus sédentaires pour l'école, on apprend à être comme ceci. Mais il faut apprendre aussi que notre corps, on veut le garder en santé pour le plus longtemps possible. Et la raison pourquoi je voulais parler de ceci, c'est qu'il y a, bien sûr, des technologies qui nous aident à faire cela. Donc, cette semaine, chose intéressante, il y a Amazon qui a sorti une nouvelle, c'est un bracelet montre qui est lié à une app pour l'activité physique. Je pense que ça s'appelle Halo View. Donc, Amazon Halo View. Alors ici, c'est intéressant. Il y a Fitbit qui en a un autre. Et il y a plusieurs. Je pense qu'Apple a aussi, l'Apple Watch est aussi une de ces essais. Maintenant, nous avons un bracelet comme ceci, qui inclut des infos sur la façon qu'on dort, sur la façon que notre corps bouge. C'est intéressant. Nous avons ici l'information va à une application. Cette application peut être un téléphone, peut être une tablette, un ordinateur, surtout lorsqu'il y a un réseau. Et ici, c'est lecture plus analyse. Il y a de la lecture et de l'analyse de nos données, à savoir comment est-ce que notre corps s'améliore avec le sommeil et l'activité physique ou l'inverse, où ça va moins bien. Mais ça ici, ça nous fait poser une question intéressante, surtout pour moi. Lorsqu'on parle de STEM, de science et de technologie comme ceci, on a l'ingénierie, on a aussi les maths, analyse de données, on se retrouve avec des compagnies qui ont des données sur notre vie personnelle basées sur notre santé physique. Donc ça, c'est intéressant. Parce que, n'oubliez pas que une population ou des personnes qui sont en santé vont rester en santé plus souvent. Et ça veut dire qu'il y aura moins de personnes. Alors, si on est en santé, notre poids, le taux d'obésité va descendre, le taux d'activité va augmenter. Nous allons avoir des personnes qui ne seront pas aussi malades. Il y a moins de personnes dans les hôpitaux et il y a moins de personnes qui auront des maladies cardiovasculaires, qui sont le cœur qui a des difficultés, les poumons qui ont des difficultés dues au manque d'activité. Maintenant, je sais qu'autour de la planète, il y a des personnes ou des groupes de personnes, des personnes dans certains pays où ils ont tendance où le gouvernement va donner des guides sur la santé et le poids idéal. Il y a d'autres pays, peut-être que vous connaissez, je ne veux pas en mentionner ici, mais où le taux d'obésité est plus grand. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec COVID, avec le COVID, on a fait des moments où il y avait des confinements, il y avait des moments où on avait la distanciation, des moments où on a dit les hôpitaux sont remplis de personnes qui ont des difficultés respiratoires avec COVID. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'il y a des personnes et le système de santé qui a
contrôler beaucoup plus les gens. Chose intéressante. Moi, je pense que chose qui pourrait être utile, il se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies, de difficultés cardiovasculaires. Ça veut dire que est-ce qu'il serait possible d'utiliser ces informations pour pouvoir analyser qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une population en santé? Pensez à cela. Avec COVID, on réagit. Réagir, c'est bon parce qu'on veut régler les problèmes. Mais la prévention, pensez, si on pouvait prévenir certaines maladies, on pourrait prévenir certaines douleurs chez les personnes, on pourrait promouvoir la santé. Et ça, c'est ce que je pense que vous pouvez faire comme personne qui adore STEM. Voyons voir. Lorsqu'on pense à STEM, on pense à science. Pensez aux sciences de la biologie. On peut étudier le corps humain. On peut étudier les maladies pour s'assurer que les personnes restent en santé. Mais imaginez si on pouvait utiliser les sciences pour essayer de promouvoir la bonne santé. Je sais qu'on en parle quelquefois avec l'alimentation, l'activité physique, mais je pense qu'il y a 7 milliards, il y a plus de 7 milliards de personnes sur la planète. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toutes ces personnes si on pouvait utiliser les sciences et faire la promotion de la santé physique. Donc, au lieu de prendre de l'argent pour aider les personnes qui ne sont pas en santé, on pourrait prendre une portion de ceci pour éviter que ces personnes soient malades ou minimiser les problèmes. Chose intéressante. Lorsqu'on parle de STEM, c'est sciences, technologie. Ça ici, on a notre petite montre ici. On a ici lecture, analyse. Point de vue tech, tout va bien jusqu'à maintenant. Nous avons des réseaux Internet, le Wi-Fi se retrouve à plein d'endroits. Nous pouvons penser que nous avons des technologies qui sont de plus en plus petites et on a des logiciels pour analyser les données. C'est intéressant. Ingénierie. Lorsqu'on parle d'ingénierie, les choses intéressantes, il y a l'ingénierie pour comment est-ce qu'on peut utiliser les sciences et les technologies pour faire quelque chose qui est nécessaire. Pensez, une montre comme ceci peut être dispendue, disons quelques centaines de dollars, et on va dire, ah, ça coûte tellement cher. C'est vrai. Mais si on regarde le système de santé, lorsqu'une personne va à l'hôpital pour des difficultés cardiovasculaires, ça coûte, surtout si on pense le Canada ou des endroits où il y a un système de santé universel, ça coûte des dizaines de milliers de dollars de conséquences. Imaginez si on pouvait prendre quelques centaines de dollars, on pourrait trouver un moyen pour pouvoir aider beaucoup de personnes. Et je sais que les personnes vont dire, OK, si on fait cela, les gouvernements vont avoir beaucoup d'informations, vont contrôler l'information sur notre corps et c'est inacceptable. OK, je peux respecter cela. L'idée, c'est ici, OK, alors si on ne veut pas que le gouvernement le fasse, Amazon est une compagnie privée qui vend l'information alors ils peuvent faire la promotion de certains équipements pour la santé. Fitbit, c'est la même chose. Alors ils disent qu'ils gardent que votre sécurité d'information est là, c'est vrai. C'est l'information personnelle, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les données? C'est une bonne question. Donc la question, c'est, regardez qu'est-ce qu'on fait avec COVID pour survivre une pandémie. Ça serait intéressant de voir est-ce qu'on peut utiliser les sciences pour promouvoir la santé. Je pense que ça serait fantastique. Et les maths ici, et on peut voir qu'est-ce qu'on a ici, STEM. Et avec les maths, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, ça donnerait aussi la chance de pouvoir. Alors, il y a des emplois comme des biostatisticiens.
Il y a des personnes qui étudient les données. Il y a des personnes qui peuvent regarder aussi. Pensez à la quantité de nourriture qu'il y a sur la planète. Il y a des endroits où c'est difficile. Même au Canada, il y a des enfants qui, dans des familles plus pauvres, ne mangent pas toujours le déjeuner. C'est peut-être que ça arrive dans votre pays aussi. Imaginez si on pouvait voir, est-ce qu'on pourrait trouver une façon d'être plus actif physiquement, voir la production de nourriture, et ainsi peut-être, au lieu de trop manger, ce serait important de bien manger. Et à ce moment-là, on pourrait distribuer peut-être plus facilement la nourriture et avoir moins de déchets ou moins de nourriture jetée. Ça, c'est un exemple de difficulté ou un problème de société qui est peut-être intéressant pour vous qui aimez les STEM. Donc ça, c'est mon idée ici par rapport à l'activité physique de façon personnelle. Vous devez à vous-même d'être en santé et de rester en santé, mais est-ce qu'on peut utiliser STEM pour améliorer le monde? Donc ça, c'est une petite chose que je voulais discuter avec vous. J'espère que ce n'est pas un sujet trop compliqué, mais on a assez parlé de science depuis les dernières semaines que je sais que vous êtes capable. Alors, moi, je prends un instant de pause. Si vous avez une question spécifique, vous pouvez la poser. Mettez-le dans le chat, ça me fait toujours plaisir de savoir comment vous allez. Et puis, je vais répondre à ces questions. Et puis, on va continuer notre session aujourd'hui au fur et à mesure. Donc, je prends une petite pause de quelques secondes et on continue après. Alors, voyons voir. Nous avons une question de chiffre alphabet. J'apprécie toujours les questions de chiffre alphabet à toutes les semaines, donc merci. Et la question, c'est comment se forment les tsunamis? Ça, c'est une question qui est fantastique. Une question qui se rapporte à la géologie et qui se rapporte à l'océanographie ainsi que la géographie. Excellente question ici. Et bien sûr, il y a des conséquences à ces tsunamis. Donc, ce que je vais faire un petit dessin, parce que j'aime bien les dessins lorsque j'explique des choses, bien sûr. Alors, moi, on va faire le sol en noir, comme ceci, comme cela. Voyons voir. Je n'ai pas mon globe terrestre. OK. Alors, je vais faire un dessin pour expliquer la géologie pour commencer. OK, comme ceci. Ici, le Japon. Ici, Canada. Ici, États-Unis. Ici, c'est l'Amérique du Sud. Ici, il y a peut-être l'Australie, l'Indonésie. Alors ça, c'est le Japon et ici. Parfait. Très bien. Donc ça, on est ici dans le Pacifique. Notre petite planète est une sphère. Donc ça, c'est la première chose. Chose intéressante avec une sphère, c'est que nous avons 3 dimensions et la couverture est arrondie. Ça veut dire que, et vous savez que si vous marchez sur le sol, vous savez que parce que les humains sont très, très petits, on a l'impression que nous sommes sur un endroit qui est très plat. Donc, par exemple, un endroit qui est très plat, comme ceci, comme une feuille, vous voyez? Chose intéressante, si moi je veux prendre une surface qui est comme ceci, qui est plane, et je veux couvrir une sphère,
qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a des morceaux de papier qui vont se retrouver un par-dessus l'autre parce qu'on veut être capable de faire une sphère. Alors ici, on veut faire une sphère avec une surface plane. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose intéressante aussi, c'est que si nous avons notre planète comme ceci, nous avons à l'intérieur un manteau qui est du magma, qui est de la roche fondue. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si moi, j'ai ma surface qui est comme ceci qui est ma planète, la surface peut bouger facilement parce que les roches et on appelle ça, il y a au Canada le bouclier canadien. Certes, alors, il y a les plaques tectoniques qui sont sur la surface, qui flottent sur ce magma. OK. Alors, c'est intéressant parce que la théorie des plaques tectoniques est arrivée ça fait pas 100 ans qu'on a été d'accord sur cette idée de plaques tectoniques. Voilà. Donc, les plaques tectoniques. Maintenant, les plaques tectoniques, lorsqu'il y a deux plaques et qui se retrouvent un à côté de l'autre, il y a 3 options habituellement. C'est ça. Alors, s'il y a deux plaques qui ne bougent pas, ça, ce n'est pas grave. Mais lorsque les plaques bougent, voyons voir ce qui se passe. Si on a deux plaques tectoniques qui se rapprochent comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura la création. Si on prend deux solides et on les rapproche, ils vont avoir une collision. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va monter comme cela. Prenons des exemples. Si on est en France, les Alpes ont été créées lorsqu'il y a deux plaques tectoniques qui se sont approchées et a eu des collisions. Le mont Everest est une chaîne de montagnes qui augmente de hauteur peut-être, je ne sais pas, d'après ce que j'ai lu, entre 5 et 10 cm par année, mais à cause de l'érosion, la montagne baisse de quelques centimètres à chaque année. Donc l'Everest ne change pas de hauteur à cause qu'il monte et il y a l'érosion. Donc, il y a des plaques qui peuvent s'approcher comme ceci. Un autre endroit, c'est que si on a deux plaques, les deux plaques peuvent se séparer comme ceci. S'ils se séparent, à ce moment-là, il y a du magma. Alors, si il y a deux plaques qui s'éloignent, le magma va sortir et on peut se retrouver avec une nouvelle croûte terrestre. Un exemple de ceci, c'est, par exemple, moi je suis au Canada ici et il y a l'Europe. L'Europe, en moyenne, s'éloigne de l'Amérique du Nord à peu près 7 cm à chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a les plaques tectoniques qui bougent tranquillement. 7 cm, ce n'est pas très très long, mais c'est assez à cause des mouvements qui se passent. Donc ça, c'est une option. Une autre option qui peut arriver, c'est que s'il y a deux plaques tectoniques qui vont se glisser un contre l'autre comme cela. Donc, ça peut arriver, on a deux plaques ici, ils ne s'éloignent pas, ils ne se rapprochent pas, mais ils glissent l'un et l'autre. Un des exemples que l'on a, c'est aux États-Unis. Il y a ici, on appelle ça une faille tectonique qui s'appelle San Andreas, où il y a des tremblements de terre à San Francisco de temps en temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a des glissements. Il y a ici, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, donc l'océan Atlantique se sépare. L'océan Atlantique grandit parce que les deux continents s'éloignent. Mais il y a aussi, chose intéressante, si nous avons, alors j'ai parlé de l'Everest, si il y a collision, ça monte comme ceci. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que si ça monte comme ça va aussi aller vers le bas. Donc, il y a une augmentation de hauteur et en descendant. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quelquefois, ça peut monter, mais quelquefois, les plaques tectoniques peuvent commencer à glisser sous une autre plaque tectonique. Alors, on appelle ça des zones de subduction. Et il y en a des exemples ici. Zone de
subduction. Alors, la raison pourquoi je parle de géologie maintenant, ça va vous expliquer pourquoi les tsunamis sont très, très grands ou peuvent être immenses. OK. Alors, l'océan Atlantique, non, l'océan Pacifique est un très grand océan. Et quelqu'un va dire, OK, mais est-ce qu'on sait vraiment si des plaques tectoniques bougent? Et chose intéressante, nous avons ici des petits volcans à Hawaï. Donc, les îles d'Hawaï qui sont ici. Alors, les îles d'Hawaï sont des îles des îles volcaniques. Et chose intéressante, si on regarde, ça, ce sont les îles volcaniques qui existent maintenant. Mais il y a ici, à quelque part, quelques petites îles qui ne sont pas à la surface, mais sont sous le niveau de la mer. Et chose intéressante, c'est que la grande plaque tectonique qui est ici, alors il y a une grande plaque du Pacifique comme ceci, cette plaque bouge. Et en bougeant, cela crée des difficultés. Et voyons voir. Il y a ici des difficultés avec les glissements latéraux comme ceci. Et au Japon, ici, la difficulté est même, on a ici une fosse, alors une fosse comme ceci. Chose intéressante, c'est comme si ici, au Japon, nous avons une plaque tectonique qui glisse en dessous ici. Alors, lorsque les plaques bougent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elles ne bougent pas toujours de façon constante. Si on prend l'Atlantique, l'Europe s'éloigne de façon continue de l'Europe. Ça, c'est facile. Ici, aux États-Unis, lorsqu'on a des failles de Saint-Andréas, la faille de Saint-Andréas ne bouge pas souvent. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ce sont deux failles qui sont ici et ça ne bouge pas. Pensez, c'est de la roche sur une autre. C'est comme s'il y avait une grande friction. Mais vous savez, lorsque on est, par exemple, on fait du yoga, par exemple, et on fait une certaine pose, on peut se retrouver avec nos mains comme ceci. Nos mains, il y a une friction, mais quelquefois, avec l'angle, la main peut partir. Donc, on tient ici, mais oups, la main peut partir comme ceci parce qu'il y a une friction. Éventuellement, ça glisse. Alors, chose intéressante, ici aux États-Unis, il y a des sismologues qui regardent. S'il y a des micro-tremblements de terre, donc ça veut dire qu'il y a des petits déplacements qui se font toujours. Par contre, si le séisme arrête complètement, ça veut dire que la terre ne bouge plus et il y a une pression qui augmente, éventuellement, il peut y avoir un glissement et il y a un très grand tremblement de terre qui arrive. Ça, c'est intéressant. De la même façon que si on a une plaque tectonique ici et ça descend comme cela, habituellement, dans les océans, ça va, il y a de l'eau, ça lubrifie. Donc, il y a des micro-tremblements de terre qui arrivent toujours. Le problème, c'est que quelquefois, si ça arrête, parce qu'il y a peut-être une raison géologique ou non, qui s'arrête, la pression augmente et éventuellement, il y a un glissement qui se fait. Ces glissements abrupts fait qu'il y a un énorme volume de roches qui sont des kilomètres cubes qui ont un déplacement rapide. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. N'oubliez pas que l'endroit la plus profonde des océans sur la planète, c'est ici. Alors, il y a la Grande Fosse, et j'ai oublié, c'est à peu près 10 km de profondeur. Voyons, j'ai oublié qu'est-ce que c'est. Voyons voir si je peux le trouver. Nous avons alors la partie la plus profonde, peut-être vous allez le savoir avant moi, de l'océan. Voyons voir. L'endroit le plus profond de la Terre. Voyons voir si je peux trouver ça. Alors, il n'y a personne qui m'a donné la réponse. La fosse des Mariannes. Voilà. Fosse des Mariannes. Est-ce que c'est au féminin? Non. Des Mariannes, comme ceci.
Et la raison pourquoi que c'est jusqu'à 10 km de profondeur ici, c'est qu'on a ici une plaque tectonique, il y en a un autre qui descend comme cela, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec un grand fossé à des kilomètres et des kilomètres de profondeur. Donc ici, les humains ne sont pas vraiment allés à cause de la pression d'eau. Un jour, on va pouvoir le faire. Mais il y a des endroits comme le Japon ici où le Japon, on a une plaque tectonique qui descend comme cela. Maintenant, voyons voir comment est-ce que les tsunamis sont créés si nous avons des tremblements de terre. Parce qu'un tsunami est toujours relié à un tremblement de terre. Donc, nous avons ici un continent comme ceci. Nous avons, disons, une plaque tectonique comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ça serait intéressant. Et disons que nous avons l'eau qui est comme ceci. OK, très bien. Alors, nous avons, par exemple, le niveau des océans qui est ici. Nous avons un continent, une plaque tectonique qui descend comme ceci. Celui-ci reste à un endroit. Qu'est-ce qui arrive quelquefois, c'est que s'il y a un glissement et que le glissement arrête, après un certain temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des sédiments qui vont venir ici. Et ces sédiments, vont s'accumuler comme cela. Mais chose intéressante, c'est que la plaque veut descendre, mais c'est bloqué parce qu'il y a un arrêt de glissement. Et lorsqu'il y a un glissement qui se fait rapidement, certaines choses peuvent arriver. On a un déplacement. Alors, les sédiments qui sont ici vont glisser avec la plaque. S'il y a un tremblement de terre, souvent il peut y avoir un morceau du continent ici qui peut tomber. Donc, si on prend cet endroit, il y a des sédiments qui sont tombés ici. Ça semble logique jusqu'à maintenant? Okay. Mais ce qui est intéressant pour les tsunamis, mais qui est dangereux pour les personnes, c'est que nous avions ici une certaine quantité de roches et maintenant ce n'est plus là. Ouh. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, s'il y avait un volume solide ici et que le volume est parti, ici, il y a un espace qui est vide. Alors, s'il y a un espace vide, l'espace va vouloir être rempli. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau qui est ici, l'eau va commencer à descendre comme ceci et va vouloir remplir cette place. Donc, ça semble logique, bien sûr. Mais n'oubliez pas que ça ici, c'est l'océan. L'océan, même si de l'eau c'est liquide, si on a des milliers de kilomètres cubes d'eau de l'océan ici, ça ne bouge pas très rapidement. Mais ici, à cause qu'il y a une basse pression, l'eau va arriver, alors quelque chose qui arrive pour les tsunamis. On se retrouve ici avec une baisse de l'eau de surface qui est allée prendre la place ici. Alors ça, c'est quelque chose qui devient dangereux parce que nous avons ici des milliers de kilomètres cubes d'eau avec un volume et c'est un fluide. Qu'est-ce que le fluide va vouloir faire? Va vouloir remplir ici. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ici, il y a peut-être un volume, disons qu'il y a disons 10 km cubes qui est rempli, même si c'est 1 km cube. La difficulté, c'est que lorsque ça va remplir, pour remplir ceci, il y a tout le niveau et la pression qui est là. Donc, ça va venir ici, donc il y a la pression, ça va tous avancer.
Mais puisqu'il y a beaucoup d'eau qui pousse comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a encore l'eau qui est ici. Et on se retrouve avec une quantité d'eau qui va monter comme cela. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe. On a une dépression ici. On a des milliers de kilomètres cubes de pression qui veut pousser de ce côté-ci. Et voyons voir la conséquence. Donc, si nous avons, je vais changer de couleur. Donc, si nous avons une île ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons de l'eau qui arrive à la plage, mais puisqu'il y a cette quantité de volume d'eau qui est ici, qui a voulu prendre la place ici, et maintenant, lorsque c'est plein, l'eau n'a plus de place à aller. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ceci va juste rester à la surface parce qu'il y a toute la pression derrière. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve avec des tsunamis qui sont ici. Donc, quelquefois, il y a des tremblements de terre, et puis on va dire, alors ça dépend du type de tremblement de terre, et on va dire, si c'est un glissement, comme cela, il n'y a pas de déplacement de roche. Lorsque c'est comme ceci, il y a des déplacements. Donc, sur mon dessin de tout à l'heure, si on se retrouve en Indonésie, ça peut être difficile parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des tremblements de terre. S'ils sont petits, il peut y avoir quelquefois des vagues plus grosses. Donc, au lieu de vagues d'une dizaine de centimètres, ça peut être de peut-être 1 mètre. Par contre, si on se rappelle, je pense que c'est en 2010 ou 2011, où on avait Fukushima. Il y avait la centrale, il y avait à Fukushima au Japon un très gros tremblement de terre et un tsunami qui était immense. Pourquoi? C'est qu'il y a eu un tremblement de terre qui était tellement grand qu'il y a un énorme déplacement d'eau qui a créé cette vague énorme. Donc, il y a eu des gens qui sont morts au Japon, qui est terrible. Et en plus, il y a eu cette centrale nucléaire qui a été affectée, et ça a affecté les gens et la région de ce temps-là. Et même maintenant encore, on en parle encore. Donc, c'est comme ça que se fait les tsunamis. Un tremblement de terre peut créer des vagues un peu plus grandes, de peut-être quelques dizaines de centimètres à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres, mais n'oubliez pas que la force de l'eau est très, très grande. Donc ça, c'est quelque chose à penser. Et je pense que c'est bien. Donc, quelquefois, les personnes vont dire, oh, très grand tremblement de terre, on s'éloigne de la côte, il y a possibilité de tsunami. Quelquefois, il n'y en a pas. Quelquefois, il y en a. Ça dépend aussi de la direction que les grandes vagues peuvent aller. Donc, j'espère que ceci répond à la question sur les tsunamis et ce n'est jamais quelque chose qu'on souhaite à quiconque. Je sais que souvent, lorsqu'on parle de tsunami, on en parle pour l'Indonésie, surtout autour du Pacifique, à cause qu'on a on a plusieurs plaques tectoniques qui sont considérées. Donc, l'Indonésie, le Japon. Je sais quelquefois en Amérique du Sud, quelquefois du côté ouest, on en parle de temps en temps, du coin de l'Alaska. Je sais que de temps en temps, on en a parlé aussi. Je ne sais pas, en Europe, peut-être au nord, mais je ne suis pas sûr vraiment. C'est une bonne question. Je devrais faire un peu de lecture. Donc, excellente question de chiffre alphabet aujourd'hui sur comment se forment les tsunamis. Donc, voyons voir. Donc, je vais prendre une petite gorgée de café ce matin. Si vous avez une autre question, vous pouvez la mettre dans le chat ici et moi, je vais voir si je peux répondre. Sinon, on va voir si on peut passer à un autre sujet. On va terminer vers 11 heures ce matin, heure locale ici. Donc, voyons voir. Je pense que la semaine prochaine, on va regarder les lentilles. Je pense qu'on pourrait voir. Je pense que j'aimerais qu'on puisse regarder un peu plus sur les plaques tectoniques. Je pense que ça serait intéressant.
C'est bon. Alors, voyons voir. N'oubliez pas, alors, excellente question, chiffre alphabet. Pour les autres qui sont ici, si vous regardez cette vidéo en rediffusion, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos questions dans la section commentaires. Ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci, soit en vidéo sur la chaîne ou dans la section questions et réponses. Ça me fait toujours plaisir. Alors, voyons voir. De l'eau ici. Il reste une dizaine de minutes. Donc, ce que nous allons faire, je vais parler quelque chose. Je vais parler de quelque chose d'intéressant avec de l'eau et comment est-ce qu'on peut utiliser les savons pour nettoyer. Donc, ça, c'est le sujet qu'on va regarder maintenant. Alors, on a parlé souvent que l'eau est une molécule. Il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Si on regarde la façon que c'est fait, il y a ici 2 atomes d'hydrogène et 1 oxygène. Pourquoi? Parce que ici, les hydrogènes vont partager chacun un électron et l'oxygène va vouloir utiliser les électrons de l'hydrogène. Si on regarde un schéma de configuration électronique, on aurait l'oxygène comme ceci. L'oxygène a 6. L'oxygène a 6 électrons de valence, donc sur le dernier niveau. Et c'est hydrogène ici, l'hydrogène comme cela. Donc, chaque hydrogène aura un électron. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ceux-ci vont être partagés. Donc, on peut voir, cet hydrogène a maintenant 2 électrons sur le dernier niveau. Celui-ci a 2 électrons sur le dernier niveau. Et l'oxygène peut avoir ses 8 électrons sur 8 électrons sur le dernier niveau d'énergie ici. Donc, cela mène une certaine stabilité. Nous savons aussi que les électrons bougent, donc il arrive quelquefois que les électrons ici de cet hydrogène se retrouvent plus près de l'oxygène. Donc, on se retrouve quelquefois avec des parties qui sont beaucoup plus négatives. Donc, il y a un électron de plus. Et on a ici un hydrogène qui se retrouve seul, qui n'a pas d'électrons. Mais ça arrive instantanément parce que les électrons vont à la vitesse de la lumière. Donc, souvent, on va parler que l'eau a une certaine polarité. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté qui peut être plus positif et un côté qui est plus négatif. Ça veut dire que s'il y a une certaine charge qui arrive, ça veut dire que cela peut attirer certaines substances ou certaines molécules. OK. Donc ça, c'est la première chose. Le savon. Le savon ici, ce qui est intéressant, c'est que dans sa composition, moi, je vais faire un bâtonnet comme ceci. Alors ici, comme cela, et comme cela. Les savons, ils sont faits de grandes molécules. Il y a un côté qui aime l'eau, qu'on pourrait dire hydrofuge. Et l'autre côté de la molécule n'aime pas l'eau. Et on va dire hydrophobe. Mais chose intéressante, c'est que ce bout-ci qui n'aime pas l'eau va aimer les molécules. Donc, lorsqu'on parle de molécules de gras, vous savez, lorsqu'on mange, il y a certaines substances qui sont... Alors, il y a les huiles, il y a le gras qu'on utilise pour la cuisine, le gras et les huiles. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que si nous voulons nettoyer, souvent, on va mettre un savon et de l'eau. Et la question, c'est comment est-ce que les deux fonctionnent ensemble pour nettoyer? Alors, voyons voir. Si moi, j'ai ici, qu'est-ce que ça pourrait faire? Nous avons ici de l'huile d'olive. Donc, disons que moi, j'ai fait une
une petite salade pour le souper, j'ai fait une petite vinaigrette et il y a de l'huile d'olive dedans. Fantastique. Maintenant, je veux faire la vaisselle, je veux nettoyer. Vous savez que de l'huile, c'est huileux, c'est glissant un petit peu. Et lorsqu'on essaie avec de l'eau, ça ne se nettoie pas facilement. Mais chose intéressante, si nous mettons du savon dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons des molécules dissoues dans l'eau et les molécules vont aller. Alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque on a une molécule ici d'huile d'olive, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça c'est un corps gras et ce corps gras, qu'est-ce qu'il arrive? C'est qu'il va être attiré ou la partie hydrophobe des molécules de savon vont être attirées ici par ce corps gras ici. Donc ça, c'est intéressant. Celui-ci est attiré, pourquoi? Parce qu'il y a moins d'eau ici que dans l'ensemble de notre contenant. Alors ça ici, qu'est-ce que ça veut dire d'intéressant pour nous? C'est que si dans notre molécule, nous avons la partie hydrophobe qui est ici, qu'est-ce qu'on a tout le tour ici? Vous l'avez deviné, nous avons ici un côté qui aime l'eau. Voilà, OK. Alors, ici, on se retrouve avec de l'eau, H2O, H2O, H2O. OK. Et ça, c'est la façon que ça règle notre difficulté lorsqu'on veut nettoyer les plats après un repas. Nous avons un corps gras qui est attiré par les molécules du côté hydrophobe de la molécule de savon. Ceux-ci sont contents et vont mettre à l'extérieur le bout qui est hydrofuge, qui va aimer l'eau. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que maintenant, ceci peut être transporté facilement dans l'eau. Et donc, lorsqu'on va nettoyer, on va brosser nos plats et ceci va pouvoir partir. Et on se retrouve avec des plats, des assiettes et des ustensiles qui n'ont plus de gras dessus. Et donc, ça, c'est fantastique. C'est la même chose lorsqu'on va prendre une douche ou un bain. On va utiliser un savon. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut enlever... Alors, il y a les huiles de la peau, il y a les huiles qu'il y a sur les cheveux aussi, qui agissent de la même façon. Le savon ici va aller du côté qui aime les corps gras et la partie qui a une affinité avec l'eau va transporter ces molécules. Mais il faut faire attention parce que si, par exemple, je connais des personnes qui, souvent l'hiver, lorsqu'ils se lavent les mains beaucoup, donc on était dans COVID l'hiver passé, et si on se lave les mains très souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on enlève les huiles naturelles de la peau. Et puis, alors, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec de la peau qui va devenir très, très, très sèche. Pourquoi? Parce que les huiles naturelles vont être parties. Donc ici, il faut voir, est-ce qu'il faut s'assurer de trouver des savons ou des produits nettoyants qui sont moins forts, comme ça, notre peau n'est pas endommagée, ou est-ce qu'on peut le faire, alors c'est ça, ou l'autre, mettre certaines crèmes sur la peau pour nous aider. Je parle des mains ici, mais il y a plusieurs personnes, plusieurs ados et adultes où leur visage, la peau du visage c'est quelque chose qui change lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adulte, lorsqu'on passe à l'adolescence, à l'âge adulte. Donc, il faut faire attention à sa peau. Pourquoi? C'est une question que l'eau, qui est fantastique, qui peut dissoudre plein de choses. C'est comme ça que, par exemple, nous aimons bien, lorsque nous faisons, je ne sais pas, une boisson gazeuse, par exemple, le sucre est dissous dans l'eau. Par contre, si on utilise du savon pour nous aider, il faut s'assurer que ce savon n'endommage pas notre peau. Et ça, je pense, c'est un sujet qui est intéressant et qui sera le dernier sujet que nous allons discuter aujourd'hui. Il est à peu près 11 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un instant pour poser votre dernière question, si vous en avez une.
Et sinon, je vais vous envoyer pour